Men, nous vous présentons une nouvelle émission qui se focalise sur l'actualité des immigrés et des communautés hôtes. Georges Boudagou Makoko au micro. Voici les principaux titres. Attaque aux immigrants et la prolifération des groupes racistes. Un expert qui suit de près ces groupes dans le Maine nous parle. La tuerie commise à Lewiston continue à être un sujet d'actualité. Réaction de Mickey Bondo dans cette émission. Donc, vous voyez un peu, il y a toujours deux poids, deux mesures par rapport à qui est responsable du crime. Ouais, voilà. Une organisation distribuera le livre parlant des histoires des immigrants continue à faire bouger les écoles dans le Maine. Nous explorerons les origines de I Am Your Neighbor's Book. Lado Ladoka, un homme de caractère intelligent qui a fait autant pour animer la communauté des immigrants dans le Maine, il vient de s'éteindre, la communauté réagit. This program is sponsored by Maine Humanities Council, a statewide nonprofit that uses books, poetry, and big ideas to bring people together to discuss issues of importance. Maine Humanities Council offers facilitated discussion projects, speaker events, grant funding, and more. Maine Humanities Council would love to work with you to bring programming into your organization and your community. Please visit mainehumanities.org to learn more. Bonjour Maine, merci de nous prêter votre oreille attentive. Les attaques haineuses et racistes continuent à se produire. Le Sea Coast News rapporte en effet un incident où l'un des chefs exécutifs de Bengo Savings Bank dit avoir été attaqué à Portsmouth dans le New Hampshire la nuit précédant la fête de Thanksgiving. L'enquête en cours. Un groupe de personnes se sont ralliées en solidarité le dimanche 4 décembre à Portsmouth pour Mamadou Dembélé. Bonjour Men a récemment parlé à notre correspondant Andy O'Brien qui mène des recherches sur les groupes racistes dans le Maine. Andy O'Brien conseille aux immigrants de ne pas avoir peur de recourir aux instances juridiques dès le moment où ils subissent des attaques racistes. Yeah, I mean, if you're talking about like these sort of fringe fascist groups, I'm a little bit concerned about some politicians are talking about, passing laws to crack down on these groups. My problem with that is that these laws can be used by right-wing politicians to crack down on peaceful demonstrators. Je vais dire, si vous parlez de ce genre de groupes fascistes marginaux, je suis un peu préoccupé par le fait que certains politiciens parlent d'adopter des lois pour réprimer ces groupes. Mon problème avec ça, c'est que ces lois peuvent être utilisées par des politiciens de droite pour réprimer les manifestants pacifiques et les manifestants antiracistes. Parce que si vous écoutez la droite, ils décriront les manifestants de Black Lives Matter comme des terroristes, Antifa et tout ça. Et si vous regardez en Géorgie en ce moment, ils utilisent en fait une loi fédérale pour poursuivre des manifestants pacifiques en Géorgie. C'est donc une chose qui me préoccupe. Je pense que nous devons vraiment faire plus d'organisation à la base. Les citoyens ordinaires doivent se rassembler et nous le faisons de plusieurs manières. Je pense que c'est un projet à long terme. Je pense que les Blancs comme moi, les gens issus de la communauté immigrée, les Afro-Américains doivent se rassembler et vraiment travailler pour contrecarrer ce mouvement. Et nous construisons également des relations dans tout le domaine avec des personnes qui n'ont jamais rencontré les immigrants. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui craignent et détestent le plus les immigrants sont ceux qui ne les connaissent pas. Et c'est vrai dans un endroit comme là où je vis, à Rockland. C'est un endroit majoritairement blanc. Je connais une femme très anti-immigration et puis cette femme avait un voisin et son voisin s'est marié à un immigrant sans papier
Et la femme là qui est anti-immigration a commencé à les aimer parce qu'il a vu qu'il s'agissait d'un homme merveilleux venant du Mexique. Et il lui a été très difficile de concilier les convictions politiques avec la réalité. Et vous savez, l'un des problèmes que nous avons dans le Maine est que la communauté immigrante est située dans le sud du Maine et à Houston, et les habitants dans ces villes et dans le reste du Maine sont majoritairement blancs. Et nous n'avons pas le genre d'échanges culturels et d'échanges quotidiens que les gens ont dans certaines villes. Nous devons donc réfléchir aux moyens d'y parvenir et de faciliter ces échanges et de créer des espaces permettant aux immigrants et aux blancs de Maine de se réunir et d'apprécier les choses. Vous savez que ce soit la musique ou la culture, la nourriture ou quoi que ce soit. Nous devons comprendre ces échanges, mais nous devons également enseigner l'histoire des Africains, des Afro-Américains du Maine dans les écoles, les riches histoires que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment, ainsi que l'histoire de l'immigration. Vous savez, mes ancêtres viennent d'Irlande, c'était des réfugiés à la fin du 19e siècle. Ils ont été persécutés et ont occupé de nombreux emplois à bas salaire. Et la ville de Portland se battait constamment pour savoir comment soutenir ces réfugiés. C'est une vieille histoire, ce n'est pas nouveau. Et nous devons enseigner cette histoire pour que les gens la comprennent. Je pense qu'il est vraiment important de ne pas traumatiser à nouveau les nouveaux Mainers parce que ces personnes ont déjà vécu tellement de choses dans leur pays d'origine. Je pense que les gens devraient être vigilants. Vous savez, et comprendre que la grande majorité des Mainers s'opposent à ce genre de langage raciste, des groupes racistes, néo-nazis, et qu'il y a des personnes vraiment qui sont en garde, qui surveillent ces groupes racistes afin qu'ils ne commettent pas des abus. And make sure that they're not wanted. I know they're being closely watched by the police. A lot of these people have federal informants in their ranks who are watching them as well. Un nouveau refuge d'urgence de 179 lui a ouvert ses portes la semaine passée au 106 Riverside à Portland avec de lui pour accueillir le demandeur d'asile célibataire. Ceci vient de se réaliser grâce à la ville de Portland et l'association Developers Collaborative qui ont travaillé avec diligence pour garantir que ce projet repose sur une base solide. Le personnel des services de santé et de services sociaux de la ville de Portland va gérer cette maison de passage pendant les 18 premiers mois. Et la Maine Immigrant Rights Coalition fournira des services de restauration. Après les 18 mois, Mark fournira du personnel et s'occupera de la gestion de cette place. Tout cela ne serait pas possible sans le financement de partenaires comme Centraide, les grands conseils des gouvernements de Portland et Maine State Housing Authority. Le nouveau refuge au 166 Riverside Street ouvrira environ 120 lits au Homeless Service Center ainsi que 50 lits supplémentaires seront ajoutés grâce à une récente approbation du conseil municipal. Ces lits seront prioritaires pour ceux qui dorment dehors, car le centre de services aux sans-abri propose des services pour l'itinérance circonstancielle et chronique. La ville met en place un plan progressif pour libérer des blocs de lits dans les abris shelters chaque semaine en tenant compte du temps nécessaire pour le processus d'admission. Cette nouvelle option d'abri libérera des espaces dans l'abri unique existant avec des services mieux adaptés aux autres populations. Une organisation distribuera le livre qui raconte les histoires des immigrants continue à faire bouger les écoles dans le Maine. La fondatrice de I Am Your Neighbors Books parle de ses débuts et nous explique comment l'organisation a progressé.
It is a nonprofit. We focus on immigrant and new generation children's literature. C'est une organisation à but non lucratif. Nous nous concentrons sur la littérature pour la jeunesse immigrante et la nouvelle génération. Give books to immigrant families. Nous donnons des livres aux familles d'immigrés dès leurs arrivées dans le Maine par l'intermédiaire d'associations caritatives catholiques et également par le biais de canaux officiels de plus en plus nombreux. Nous avons donc donné des livres aux familles qui étaient hébergées temporairement à Expo Center, ici à Portland, dans le Maine. C'est un service direct aux familles à l'échelle nationale, tant dans le Maine que dans tout le pays. We build something called the Welcoming Library. Nous construisons quelque chose appelé la bibliothèque accueillante. Nous rassemblons donc des collections de livres pour enfants. Nous nous concentrons principalement sur les livres d'images car nous constatons que les livres illustrés conviennent à tous les âges et à toutes les capacités en anglais. Et que les 10 minutes que vous passez en quelque sorte avec une famille sur la page peuvent vraiment vous changer. On both sides, so we're working with the long-term community. Nous travaillons des deux côtés, la communauté à long terme pour l'aider à développer ses compétences culturelles, dont surtout les nouveaux arrivants. Et nous travaillons avec les familles nouvellement arrivées dans ces écoles et bibliothèques pour nous assurer que leurs expériences sont présentées dans les écoles et les espaces publics. I first came to Portland in 2001. À mon arrivée à Portland en 2001, et je travaillais à King Middle School, qui est un espace fabuleux. Et ils m'ont demandé de constituer une nouvelle collection diversifiée de livres pour enfants pour leur collection. J'étais très heureuse de le faire et j'ai tout exposé dans la bibliothèque et les enfants sont venus le voir. And the first students through the door were two brilliant girls in hijab. Et les premiers étudiants à franchir la porte étaient deux filles brillantes habillées en hijab. Et elles ont demandé où sont vos livres sur la Somalie. Je viens dans cette communauté pour travailler directement avec les élèves autour des livres pour enfants, autour du développement communautaire. Et je rencontre mes premiers adolescents musulmans et je n'ai absolument rien pour eux. Il n'y avait pas de livre en 2001, il n'y avait pas de livre pour enfants avec des familles musulmanes. Il n'existait aucun livre sur l'Afrique de l'Est ou l'Afrique centrale pour enfants. Et certainement rien sur l'expérience de l'immigrant africain. Donc ce projet des livres a commencé en 2012. Mais pour moi, cela a vraiment commencé en 2001 quand j'avais tellement honte de n'avoir rien à représenter à ces jeunes filles bien sûr. Je n'avais rien à offrir comme si les familles somaliennes venaient d'arriver dans cette ville irlandaise, canadienne, française, blanche et qu'il n'y avait pas de livre pour aider leurs camarades de classe à explorer leur expérience. Et il n'y avait aucun endroit où les élèves pouvaient se voir, ainsi que leurs familles représentaient eux-mêmes. And there was no place where those students were seeing themselves and their families. So it's amazing how that experience has awakened. C'est incroyable de voir à quel point cette expérience s'est agrandie. Nous voilà aussi maintenant avec quelque chose qui peut résoudre les difficultés qu'on avait avec les livres. Alors, comment cette façon de comprendre les choses peut-elle éclairer l'opinion nationale sur les immigrants? You know, I personally can't do anything to expand immigration policy, right? Quotas, I can't open borders, but I think. Vous savez, personnellement, je ne peux rien faire pour élargir la politique d'immigration. Je ne peux pas ouvrir les frontières, mais je pense ceci. Notre perception de qui appartient à l'Amérique, ce qui appartient à l'Europe ou à n'importe quelle partie du monde peut changer et je pense vraiment que ces changements se produisent lorsque nous connaissons quelqu'un, n'est-ce pas? Nous connaissons certains et nous ne pouvons pas toujours vivre leurs expériences physiquement, mais nous pouvons désormais vivre cette expérience interculturelle
grâce aux livres. Suddenly we had 30 books that were about the immigrant experience. Quand nous commencions en 2012, il y avait 30 livres. Puis nous avons eu 30 livres sur l'expérience des immigrants. Avant cela, tous les seuls livres qui existaient concernant les Blancs venant d'Europe, ce sont les seuls livres que nous avions pour l'école. Et en 2012, nous avons demandé ce projet avec 30 livres qui nous passionnaient vraiment. Nous avons fait une lecture de ces livres dans toute la ville de Portland. Mais maintenant, nous avons plus de 1400 livres. Et c'est une grande partie de ce que, vraiment une très grande partie de ce que vous voyez ici. And that's a lot of what you're seeing The shelves. on the shelves. La tuerie commise à Lewiston continue à être d'actualité. Mickey Bondo doute du traitement de ceux qui commettent ces crimes qui se différencient souvent selon la couleur de la peau de celui qui a commis le crime. En fait, c'est aussi un problème aussi. Nous aussi, en tant qu'immigrants, on n'est pas tellement bien éduqués avec ce mécanisme sur les lois pour les armes, tout ça. Et surtout quand il y a une situation qui est comme ça, qui arrive, comment est-ce que nous, on arrive à être soutenus émotionnellement? Parce que ce sont des traumatismes, si on doit savoir. Que certains sont passés dans les réfugiés camps, qui sont passés au niveau des guerres et ont subi beaucoup de ce genre de violence. Et quand vous arrivez dans un pays où vous estimez que voilà, c'est un pays de secours, vous avez quand même un peu de sécurité et qu'il y a des choses vraiment qui est à votre porte, qui arrivent, vous savez, et que s'il n'y a pas des capacités en place pour prendre tout ce qui est social emotion, trauma informed, education pour cette population, c'est une addition en plus sur le traumatisme que les autres ont déjà subi. Donc, comment est-ce que la communauté, que ce soit la communauté mainstream, donc les Blancs et nous, la communauté immigrante qui viennent d'ailleurs, pouvons s'asseoir et avoir une conversation? Comment est-ce qu'on se supporte pendant les moments difficiles? Et comment est-ce que nous arrivons à éduquer nos enfants à avoir ce genre de comportement, de résilience et de savoir que, bon, ce sont des réalités, comment est-ce qu'on peut continuer à advoquer pour ce genre de situations Mon frère, c'est quand même assez complexe de savoir que tout se passe au niveau du Congrès, au niveau du Sénat, et on a deux partis, républicains et démocrates, et à chaque fois que cette histoire de violence au niveau des guns qui arrivent, où il y a des massacres comme ça, c'est en ce moment-là qu'on remet encore en surface les policies. Et après, quand tout s'endort, tout devient normal, plus personne n'en parle. C'est comme un jeu de cache-cache, donc... Oui, voilà. Mais comment est-ce que nous, on s'organise? Comment est-ce que nous, on s'organise? Parce que nous héritons de tout ça, hein, mon frère. Nous sommes dans ces sociétés, nous vivons. Et les lois qui régissent ces sociétés nous impactent aussi. Ça commence à pousser certains de nos enfants immigrants à pouvoir aussi être en possession des armes à feu. Vous voyez? Mais maintenant, sous quelle forme d'éducation? Pourquoi? Parce qu'ils estiment peut-être que c'est le seul moyen de pouvoir se protéger. Si les autres l'ont, pourquoi pas eux? Parce qu'ils estiment qu'ils sont en train d'embrasser une société dans laquelle ils ne sont pas préparés, mais que, bon, tu arrives à te défendre quand tu regardes ce qui se passe au niveau du racisme, discrimination. Donc, et s'il n'y a pas une bonne conversation dans la famille, dans la grande communauté, comment est-ce que nous pouvons être d'une manière solidaire, trouver aussi des mesures de soutien qui peuvent soutenir. Et honnêtement, bon, je ne vais pas parler par rapport au race, ça c'est une personne de race blanche qui est partie sur ce contexte et c'est toujours le système de maladie mentale qui arrive à justifier. Et si c'était le revers, si c'était une personne de couleur qui avait agi dans ce sens, quelle allait être l'impression générale? Nous allons tous être considérés, un peu être étiquetés, avoir pointé du doigt, tout ça, et la vie peut-être de certains immigrants dans cette partie-là allait être plus ou moins difficile. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans ce contexte-là. Ah, ok, si c'était un de nous, qu'est-ce qui allait passer? Qu'est-ce que la communauté blanche allait dire? Comment est-ce qu'ils allaient commencer voilà, on leur donne le refuge et ce sont eux qui commencent à nous tuer. Donc, vous voyez un peu, il y a toujours deux poids, deux mesures par rapport à qui est le responsable du crime. Ouais, voilà.
Lado Ladoka, un homme de caractère intelligent qui a tant fait pour animer la communauté des immigrants dans le Maine, il vient de s'éteindre dans des circonstances douloureuses. En effet, une explosion du four de sa maison lui a pris la vie. La communauté réagit. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Alors la rencontre avec l'ado s'est faite de manière assez naturelle. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je l'ai rencontré il y a quelques années lors d'une activité communautaire. Et nous nous sommes rapprochés de plus belle lorsque nous avons travaillé ensemble en collaboration dans un projet avec le MIRC. Et nous avions tous les deux un engagement commun qui était celui d'aider les nouveaux arrivants dans l'État du Maine, des familles qui étaient logées au centre du YMCA et à l'Armée du Salut à Portland. Et donc, sa générosité et sa détermination à aider les autres étaient évidentes dès le début. Et je m'en suis aperçue lorsque j'ai rencontré cet homme, ce grand homme que nous venons de perdre. Et c'est ce qui a encore créé un lien solide entre nous. Alors, le souvenir de l'ado... L'ado était vraiment bien plus qu'un collègue pour moi, plus qu'un collaborateur. C'était une personne remarquable, il faut le dire. Il était doué de multiples qualités, de multiples connaissances, doué d'une intelligence hors du commun. Et vraiment une connaissance approfondie dans divers domaines, s'il faut le dire. J'ai envie de dire sa bienveillance et son dévouement envers la communauté était inégalé, vraiment inégalé. Je m'en souviendrai toujours de sa gentillesse, de sa sagesse, surtout son sens d'humilité et ainsi que sa capacité à rassembler les gens autour des causes importantes. L'ado était une très très bonne personne. La perte de l'ado, c'est vraiment la perte d'un pilier de la communauté. Et je sais que c'est vraiment une tragédie pour la communauté. J'ai du mal à m'exprimer. Je revois encore des images au cours des réunions, nos rencontres. Vraiment, je dirais, son engagement inébranlable et son travail remarquable ont été des piliers essentiels pour beaucoup vraiment. Il faut le dire. Alors, je crois fermement que l'esprit de l'ado continuera à inspirer et à guider ceux d'entre nous qui ont été touchés par sa vision et sa passion. Pour conclure, je vais dire... La disparition de l'ado laisse un vide immense, mais je suis convaincue que sa lumière continuera à briller à travers ceux qui ont été touchés par son exemple et en nous inspirant aussi par son dévouement, nous pourrons continuer, perpétuer son œuvre et honorer sa mémoire, surtout sa mémoire, de la manière la plus significative. J'entendrai siffler ce train toute ma vie. Papy Bongibo, vous avez aussi la parole. Ouais, salut Jean. Ouais, j'ai connu l'ado. Je le voyais souvent dans des réunions. Quand il s'agissait de beaucoup de réunions qui tournaient autour des immigrants, il a toujours été là présent pour essayer de mettre sa pierre, sa connaissance. Et je l'ai vraiment connu pendant les campagnes électorales, que ce soit pour élire le président, ou bien le sénateur, ou bien le gouverneur et tout ça. Il était très, très actif. Et je me rappelle, pendant que nous avions réussi le Salm Seeker, le premier groupe là en 2019, je l'ai aussi connu comme ça personnellement parce qu'à chaque fois qu'on avait réunion, il ne manquait pas, il donnait des idées et puis il a beaucoup participé, en fait, je me souviens de lui encore pour sa lutte pour les Housing Coalition. Vous savez comment beaucoup de landlords sont discriminés. Il y a des discriminations par-ci par-là à propos des maisons des immigrants surtout, parce que la plupart des immigrants, quand ils arrivent,
et surtout quand ils ne parlent pas anglais. Vous savez, c'est quoi que c'est qu'ils arrivent, c'est-à-dire ils ont été 2 fois maltraités, ils n'ont pas été bien traités par le landlord. Et je crois que l'ado, sur ce point-là, c'est parmi les pionniers de Housing Coalition, le voix qui supportait, qui aidait, qui était vraiment présent pour essayer d'aider les familles, en fait, qui avaient décidé de venir vivre ici à Maine. Que c'est loin où tu t'en vas. Ce qui concerne le pilier de la communauté, oui, c'est pas facile. Comme on dit toujours, ce sont toujours les bonnes personnes qui nous quittent. Le travail va continuer, bien sûr, parce que pendant qu'il travaillait, je ne pense pas qu'il était seul. Il y avait toujours une équipe autour. Et puis, vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris de l'ado, de son travail, de son courage, de ses ambitions. Et je sais que cette image, cette ambition va continuer parce que nous sommes encore ici, nous qui sommes encore vivants. Et tant qu'exemple, c'est l'un des Africains qui a beaucoup... il s'est vraiment battu pour l'amélioration de la vie de beaucoup des immigrants ici à Maine, quoi. Mes condoléances les plus sincères à sa famille. Et je pense que nous sommes là, nous allons accompagner, nous serons là pour soutenir. Ça n'a pas été facile parce que sa mort est vraiment tragique, quoi. La façon dont il a été, dont il nous a quittés. Mais je sais qu'avec le cœur qu'il a, il est dans une bonne place au ciel. Que le courage, que Dieu puisse bénir toute la famille de l'ado. Et voilà, donc c'est ce que je pouvais dire de bon pour la personne de l'ado qui vient de nous quitter. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce journal et nous vous remercions sincèrement de nous avoir prêté une oreille attentive. Avez-vous une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous ou envoyez-nous un message à amjamboafrica@gmail.com. Georges Boudagu Makoko au micro. Je vous invite à la prochaine émission. Prenez soin de vous-même. Ciao.